Nous sommes au musée Otto Howard ici à Bruxelles pour voir une exposition à l'honneur des 140 ans de la marque Mercedes. Nous allons voir des voitures révolutionnaires, des voitures luxueuses et une Formule 1 homologuée pour la route. Alors vous allez me dire, elle a complètement pété un boulon, cette Travelo toute rose, elle nous parle de voiture, alors elle nous montre un tricycle. Et bien tout simplement, ce tricycle est tout simplement la première voiture commercialisée au monde. Alors ceci est la Benz Patent Motor Wagon. J'en ai déjà vaguement parlé sur la première vidéo de la chaîne, mais là on va plus en parler en détail. Je vous la refais vite, les époux Benz, donc respectivement Karl et Bertha, veulent révolutionner la calèche. Et veulent tout simplement créer une calèche autonome. Parce que les chevaux, ça va bien 5 minutes, mais ça coûte un pognon de dingue en entretien, ces animaux-là. Donc Bertha et Karl Benz vont prendre pour base un tricycle. Alors pourquoi un tricycle? Parce que tout simplement, ils n'avaient pas trouvé le moyen de diriger 2 roues à l'avant de façon simultanée. Donc un tricycle, c'était plus simple. Le brevet de cet engin-là est déposé le 29 janvier 1886, donc il y a un peu plus de 140 ans. Alors, en termes de motorisation, ne vous attendez pas à une Formule 1. On est vraiment sur un truc très basique pour l'époque. Déjà, en termes de puissance, nous ne sommes même pas sur un cheval vapeur. Nous sommes à 0,75 cheval vapeur. Le moteur est un monocylindre qui tourne à 400 tours minute et la voiture pouvait avancer jusqu'à 16 km/h. Et encore, c'était pour la plus grosse version et bien lancée. Sinon, la vitesse moyenne de cet engin-là, c'était 12 km/h. Voilà. Même le refroidissement est très basique parce que c'est pas un refroidissement fermé comme on a sur nos voitures modernes. Le refroidissement se faisait par évaporation de l'eau. Donc il fallait mettre très régulièrement de l'eau. Aussi régulièrement que de l'essence d'ailleurs. Mis à part tout ce que je vous viens de dire, il n'y a pas grand chose à dire sur cet engin. C'est littéralement une calèche à moteur quoi. N'empêche, il y a eu quelques anecdotes. Il faut savoir que techniquement, cet engin a été le premier engin à avoir en gros un permis de conduire. Alors, permis de conduire, pas tout à fait. En fait, c'était une autorisation que les époux Benz ont dû avoir pour les autorités locaux, tout simplement pour tester leur engin sur route ouverte. Parce que les gens en avaient tout simplement peur. J'ai déjà raconté cette anecdote aussi chez YouTube sur 6 femmes qui ont marqué l'histoire de l'automobile. Mais Bertha Benz est à l'origine du premier road trip de l'histoire. Et je vous la refais vite fait. En gros, elle a piqué cet engin à son mari et a pris ses enfants pour aller voir sa mère. Et pendant son road trip là, elle a fait beaucoup de mécanique, genre utiliser sa jarretière pour isoler un câble mal dénudé. Elle a même été s'approvisionner en essence dans une pharmacie et même a été à l'origine des plaquettes de frein. Oui, parce que sur cet engin-là, les freins, c'était en bois. Donc ça s'usait très vite. Et donc Bertha a été voir un cordonnier pour, justement, pour que ces plaquettes soient recouvertes d'une fine couche de cuivre. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur cette voiture-là. Mais par contre, la suivante, il y a plus de choses à dire. Alors, pour cette deuxième voiture, on va parler de la Mercedes 540K. Et là, on est vraiment sur de la grosse berline de luxe, là. Ouais. Alors, à l'origine, c'est une évolution de la Mercedes 500K, donc la version inférieure à ça. Et à l'époque de sa sortie, c'était la voiture la plus chère et la plus rapide du monde. Alors, en termes de cylindrée, nous avons un 8 cylindres en ligne de 5 litres de cylindrée et pouvoir atteindre 115 chevaux. Alors, 115 chevaux, ça paraît ridicule maintenant, mais à l'époque, ça bombarde. Et encore, c'était 115 chevaux sans le compresseur. Vous savez, le K de 540K. Parce qu'avec le compresseur, vous atteignez tout simplement 180 chevaux. Bon, par contre, vous n'utilisez pas le compresseur plus de 20 secondes, parce que sinon, le moteur surchauffait. Alors, cette voiture pesait 2,5 tonnes et pouvait aller grand maximum à 170 km/h. Je rappelle qu'on est dans les années 30 et 40 à ce moment-là. Bon, par contre, la consommation, c'est autre chose. Ouais, parce que là, on est sur du 30 litres au 100. Ça boit sa mère. Donc, j'ai envie de dire, ça change pas trop des riches qui s'achètent des Lamborghini avec un gros V12. Tu sais t'acheter ce genre de bagnole, tu peux amortir la consommation qui va derrière. Et petite anecdote, Jean Bugatti, donc le fils d'Ettore Bugatti, donc le créateur de la marque Bugatti, en même temps c'est un peu évident, en possédait une alors que Jean Bugatti avait produit la Type 57, qui était en gros la concurrente de celle-là quoi. Ça j'avoue, j'ai pas trop bien compris le concept. Cette voiture est tellement incroyable que maintenant pour vous l'acquérir en collection, vous l'avez pour au moins 10 millions d'euros. Ouais, il faut un petit peu mettre la main au portefeuille pour la posséder celle-là.
Donc là, on a parlé d'une voiture chère et luxueuse. Maintenant, on va parler de son exact opposé. Et voici sa petite sœur, mais qui est son exact opposé. Alors, ceci, c'est la Mercedes 260D. Et logiquement, si vous avez suivi la voiture précédente, vous avez compris que le D à la fin a une petite signification. Elle a été présentée pour la première fois au Salon de Berlin en 1936 et elle était particulière parce que c'est la première voiture de série à avoir un moteur diesel. Alors vous allez me dire, il n'y a rien d'incroyable d'avoir un moteur diesel dans une voiture. Pas à l'époque. À l'époque, les moteurs diesel, c'était plus pour des gros engins comme des camions, des tracteurs, des trucs dont on se fout de la puissance en fait. Parce que la particularité tout simplement des moteurs diesel, c'est que certes, ils n'ont pas beaucoup de chevaux, mais par contre, ils ont beaucoup de couple. Alors, pour rappel, le couple, c'est la force de traction du moteur. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi les moteurs diesel étaient initialement conçus pour des tracteurs. C'est pour vraiment tracter des très gros engins. Mais alors, pourquoi foutre tout simplement un moteur diesel dans une voiture? Parce que c'est moins gros qu'un tracteur. Et bien, les moteurs diesel, ils ont un autre avantage, c'est qu'ils ont une consommation très faible, en tout cas beaucoup plus faible que les moteurs à essence. À l'époque, cette voiture consommait 9 à 10 litres au 100 km. C'est beaucoup, certes, mais par rapport au moteur essence, la moyenne c'était plus dans les 13 litres. Donc tu as maximum 4 litres de gagné, donc tu craches pas dessus. Sans parler que du fait que le diesel était 3 fois moins cher que l'essence à l'époque. Donc tu as un moteur qui consomme moins et le carburant coûte 3 fois moins cher. La belle affaire. Bon, par contre, un moteur diesel, ça a des inconvénients. C'est très bruyant, ça pue et disons que le démarrage était très lent. Oui, parce que tout simplement, un moteur à essence, ça se démarre pas comme un moteur diesel. On en parlera peut-être plus dans une autre vidéo, mais en gros, pour faire simple, un moteur diesel a besoin d'être préchauffé avant d'être allumé. Et parlant du temps de préchauffage, tu avais littéralement le temps de fumer une cigarette en attendant que le moteur soit à température avant de démarrer. Ça prend du temps. Donc, en termes de puissance, nous avons 45 chevaux sur le capot et pour une vitesse maximale de 95 km/h. Ouais, ça rame un peu du cul. C'est un moteur diesel en même temps. Mais la voiture a été très appréciée par les chauffeurs de taxi. D'où le petit panneau Fry au-dessus. Oui, t'as une voiture qui consomme peu, le carburant coûte 3 fois moins cher et il demande peu d'entretien. Évidemment que tu vas l'utiliser comme outil de travail si t'es taxi. Et petite anecdote, pendant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Wehrmacht avait beaucoup réquisitionné de ces voitures-là parce qu'elle avait une grande autonomie, 500 km quand même, et pouvait rouler avec du carburant de faible qualité. Là où l'essence était réservée pour les tanks et les avions. Donc là, on a vu une voiture économique, mais maintenant, on va voir une voiture qui pue le luxe. Voici la 300 SL Gullwing. Alors là, on est dans du pur luxe d'après-guerre. Alors, cette voiture est un dérivé de la SL de compétition qui a, entre autres, remporté les 24 heures du Mans de 1952. Et vraiment, Mercedes, aux 24 heures du Mans, ouais, ils ont cassé les culs. On peut dire ça. Bon, en même temps, quand tu as un pilote qui se nomme Juan Manuel Fangio, 5 fois champion du monde de Formule 1 quand même, oui, la domination s'explique un peu par là, en fait. Et donc, du succès de la SL de compétition, ils ont fait une version street légale, celle-ci. Alors, sous le capot de cette voiture, nous avons un 6 cylindres en ligne incliné à 45 degrés. Et la précision est importante. Alors, pourquoi à 45 degrés? Parce que tout simplement, ça permettait d'avoir un capot bien plus bas. Et donc, avoir une meilleure aérodynamique. Le moteur faisait 215 chevaux, oui, ça commence sérieusement à bombarder, vraiment, et le tout pour 1,2 tonne. Alors, petite anecdote, c'est la première voiture au monde à avoir tout simplement un moteur à injection. Ce qui permettait d'avoir un meilleur démarrage en hiver, contrairement aux voitures à carburateur, donc toutes celles qu'on a vues précédemment, et tout simplement d'avoir de meilleures performances. Alors vous avez peut-être remarqué ces magnifiques porte-papillons qui a l'air très esthétiques, sauf que ça n'a rien d'esthétique en réalité. Je m'explique, en fait le châssis est un châssis tubulaire qui est directement dérivé de la 300 SL de compétition. Sauf que le châssis en question ne permettait pas d'avoir des portes classiques, et donc du coup, porte-papillon. Alors, j'avoue, même si c'est pas fait exprès, ça, elle est superbe. C'est, je pense, l'une des plus belles Mercedes au monde. Alors, vu que c'est une voiture de compétition adaptée pour la route, il y a vraiment pas beaucoup de place. On vous fera des plans à l'intérieur, vous allez voir que c'est très serré. À un tel point que le volant est inclinable à 90 degrés. Pourquoi? Pour tout simplement pour pouvoir rentrer dedans. Et une petite anecdote, c'est que cette voiture a un succès aux États-Unis grâce à un certain Max Hoffman.
Alors, Max Hoffman, c'était un importateur de voitures qui était d'abord européen, mais qui a fui aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et disons qu'il a commencé à importer aux États-Unis des voitures européennes. Parce que même encore maintenant, aux États-Unis, si t'as une voiture européenne, c'est la grande classe. Il a fait avec tous les constructeurs de l'époque. BMW, Mercedes, même Volkswagen et même Porsche. Ce qui est sacrément ironique parce que Max Hoffman, est juif. Un peu ironique quand t'es juif d'importer des voitures allemandes alors que ce même pays a voulu te zigouiller pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et cette voiture a été tellement un succès que Mercedes s'est pas arrêté là. Et c'est la voiture suivante. Alors, voiture suivante, voici la Mercedes 200S Engflox. Mon accent allemand est incroyablement délicieux. Alors, à l'origine, le mot Engflox, ça signifie tout simplement aileron. Parce que, tout simplement, à l'arrière, il y a deux ailerons. Moi, je qualifierais plus de deux excroissances à ce niveau-là. Oui, parce que les ailerons en question, c'était plus esthétique qu'autre chose, en fait. Voilà. Alors, en termes de technique, nous avons un moteur de 6 cylindres en ligne et de 2 de cylindrée. La puissance du moteur était à 110 chevaux, donc moins que la 300 SL, mais ce qui était pas mal pour l'époque quand même. Et c'est la première Mercedes à passer avec les freins à disque. Ouais, parce que toutes les Mercedes qu'on a vues jusque maintenant, c'était des freins à tambour. Si vous comprenez pas ce que je dis, c'est pas grave, on en reviendra dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors, comme je l'ai dit, la 300 SL précédente était un succès aux États-Unis. Mercedes s'est dit, tiens, on va faire des bagnoles un peu plus américaines. D'ailleurs, ça se voit un peu au design, c'est gros, c'est carré, enfin voilà, c'est très américain quoi. Et d'ailleurs, cette voiture apporte une grande innovation parce que c'est la première voiture au monde à avoir des zones de déformation. Alors, les zones de déformation, pour faire très simple, c'est des endroits du châssis qu'on a volontairement fragilisés en cas de crash. Comme ça, en fait, ton châssis va plus s'écraser que encaisser le choc. Comme ça absorbe plus de force d'impact. Et donc, tu te fais moins mal. Et c'est la première, tout simplement, d'en avoir non seulement à l'avant et à l'arrière. Une autre anecdote, on peut remonter, vous savez, les fameux crash tests actuels avec cette voiture, parce que Mercedes faisait leur crash test, et je les adore juste pour ça. En gros, ils prenaient cette voiture, que vous voyez là, coller un gros moteur de fusée au cul. Et en fait, il l'a balancé contre un mur. C'est complètement con. Et une autre anecdote, il faut savoir qu'il existe une version européenne de cette voiture, mais avec 4 cylindres en ligne cette fois-ci, et qui a été modifiée par la société IMA. Ça n'existe plus, et c'était à l'époque un importateur de voitures belges. Ouais, c'est le point belge de la vidéo. Et il faut savoir qu'ils n'ont pas fait que simplement l'importer en Belgique, ils ont apporté quelques petites modifications, à tel point que c'est devenu le premier break de la marque Mercedes. Et ce break-là a donné les classes E qu'on connaît maintenant. Donc oui, le premier break Mercedes est en fait une voiture belge. Donc oui, cette voiture a été innovante en termes de sécurité routière, mais Mercedes ne s'est pas arrêté là. Ils ont fait encore plus fort. Et c'est la prochaine voiture. Alors, je vous présente la Mercedes C111. Je la trouve incroyable par son look. Non, sérieusement, on ne trouverait pas que c'est une voiture qu'on pourrait trouver dans le jeu Cyberpunk. La particularité de cette voiture, ce n'est pas une voiture de série, c'est un prototype. En fait, Mercedes a travaillé sur ce prototype dans les années 70 et 80. Et le but, c'était vraiment de faire la voiture du futur. Vraiment la voiture du futur. Il y a eu au total 4 versions de la C111, dont les 2 premières versions, et celle-ci c'est la numéro 2, devaient avoir un moteur rotatif. Alors, je vais pas en parler plus du rotatif, mais ça a été une sacrée connerie. J'ai dédié une vidéo entière parce que l'histoire de ce moteur est incroyable. Mais quand même, la version 2 pouvait tout simplement pousser jusqu'à 350 chevaux, ce qui est pas mal dans les années 80. La version 3, elle, a eu un moteur diesel d'une berline de la Mercedes 300. Et le but, en fait, c'était de prouver qu'un moteur diesel pouvait être sportif. Et ça a été réussi. Parce que tout simplement, le moteur diesel en question pouvait aller à plus de 200 chevaux. Ce qui est pas mal pour un moteur diesel. Par contre, la version 4, et c'est dommage qu'elle n'ait pas exposée ici, parce qu'elle est complètement dingue. Alors déjà, la version 4, on était à plus de 500 chevaux. Je rappelle qu'on est toujours dans les années 80 et on parle d'un prototype. Et surtout que la version 4 a eu un record de vitesse de plus de 403 km/h. Ouais, bien avant la Bugatti Veyron. D'ailleurs, on va un petit peu revenir sur la 3. La version 3 a eu quand même une sacrée dinguerie en termes de technique. Parce que la version 3
c'était une des voitures de l'époque les plus aérodynamiques. Alors, 2-3 petites infos. L'aérodynamisme, disons que son indice, on appelle ça le coefficient, on appelle ça le CX. Pour faire simple, plus le CX est proche de 0, plus ta voiture est aérodynamique. Plus on s'approche de 1, on dépasse de 1, là on est plus proche d'un parachute. Anecdote dans l'anecdote, la chose qui est la plus aérodynamique au monde, c'est une goutte d'eau, avec un CX de 0,04. Et donc la voiture la plus aérodynamique sur le marché, c'est la Xiaomi U7. Oui, Xiaomi comme ton téléphone. Ils font aussi des bagnoles et de la domotique. Et tu fermes ta gueule. Alors la SU7 a un CX de 0,195. Ce qui est bien, c'est très bien. La C111, dans sa version 3, avait un CX de 0,183. Oui, mieux que la voiture de Xiaomi. Oui. Et on parle d'une bagnole des années 80, et encore, c'était pas le proto le plus aérodynamique. Mais ça, on en reviendra dans une autre vidéo. Alors, petite anecdote de fin, c'est que quand elle a été présentée pour la première fois dans des expositions, il y avait plein de personnes fortunées qui ont littéralement signé des chèques en blanc. Ils ont dit à Mercedes, frérot, on s'en fout de combien ça me coûte, je veux. Eh ben, il faut savoir que Mercedes, les ont tous, sans exception, les envoyés se faire foutre. Alors que les mecs, ils étaient prêts à se ruiner pour ça. Malheureusement, le projet C111 n'a pas été bien loin. Parce que si vous connaissez un petit peu vos cours d'histoire, vous savez très bien quel événement s'est produit dans les années 70 et 80. Et oui, le choc pétrolier. Tout simplement, le C111 est resté à l'état de prototype. Et pour terminer, je dirais tout simplement que c'était vraiment cette période-là, avec cette voiture-là, que Mercedes a vraiment voulu chercher la performance absolue. Et il a fallu attendre 2 gars pour qu'ils lancent vraiment la performance de chez Mercedes. Et ça sera pour la prochaine vidéo. Parce que oui, ça sera pour la prochaine vidéo, parce que je vous ai pas parlé de la Formule 1 homologuée sur route. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo.